Je vais commencer. Alors d'abord, je vais remercier les organisateurs, en particulier Vincent, pour cette invitation. Comme ça, j'ai prévu quelque chose d'un peu copieux. Je ne vais pas faire un long préambule, mais je vais simplement dire que pour la question des images, pour le philosophe qui s'intéresse à la science, c'est très très important pour tout un tas de raisons. Et la plus évidente, c'est qu'en fait, les images, c'est l'altérité. Les philosophes ne produisent pas beaucoup d'images et ils ont tendance à assimiler la science à ce qu'ils font eux-mêmes, à savoir du discours, des propositions, des phrases. Et dès qu'on sort du domaine des phrases et de l'inférence entre les phrases, eh bien, ils doivent réapprendre à regarder la science autrement. Donc, l'altérité de la science par rapport à la philosophie, c'est en particulier incarné par les images. Alors, je ne vais pas faire de préambule plus long. Je vais rentrer tout de suite dans mon objet, qui au début est donc un objet tout à fait scientifique et dans lequel je vais rajouter des strates d'interrogation dans le cours de l'exposé. Alors, on va pouvoir commencer. Mon point de départ, c'est donc l'imagerie par une forme d'imagerie, c'est l'imagerie par tenseur de diffusion. Une méthode de production d'images est apparue au milieu des années 80, l'imagerie par tenseur de diffusion. Dans l'IRM classique, on exploite, comme vous le savez, la résonance des noyaux d'hydrogène exposés à un champ magnétique pour obtenir un signal, le traitement des signaux permettant ensuite la construction de l'image. Dans l'IRM de diffusion, qui en est donc un développement particulier, on cherche à connaître le déplacement des molécules d'eau, leur diffusion, en exposant celles-ci à de fortes variations du champ magnétique. C'est la somme non nulle du produit d'influences magnétiques successives et contraires qui permet de détecter le déplacement. Il y a des applications médicales nombreuses de l'imagerie par tenseur de diffusion. Cette méthode a reçu de nombreuses applications en médecine. Par exemple, après un accident ischémique aigu, la diffusion est localement réduite. Donc, si on est capable d'identifier précocement cette réduction grâce à l'imagerie par tenseur de diffusion, on va pouvoir localiser la région concernée et pouvoir rapidement, ça c'est un point essentiel pour la pratique médicale, et pouvoir pratiquer une thrombolyse avant l'apparition de séquelles persistantes. C'est expliqué par Denis Le Bihan, l'auteur de cette méthode, dans son livre facilement accessible, Le cerveau de cristal, chez Odile Jacob. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la tractographie? La tractographie, c'est l'application de cette méthode, l'imagerie par tenseur de diffusion, à l'anatomie des faisceaux de fibres dans le cerveau, et en particulier dans le cerveau humain. Les premiers travaux de tractographie, je ne crois pas vous induire en erreur en matière d'histoire de la discipline, datent de 1999. Donc, qu'est-ce que ce sera que le principe de la tractographie? La diffusion d'une molécule d'eau est anisotrope dans un milieu non homogène, c'est-à-dire qu'elle n'est pas identique dans toutes les directions. La présence de membranes cellulaires va contrarier la diffusion dans certaines directions. Cette diffusion va donc prendre la forme d'un ellipsoïde ou d'un cigare plutôt que d'une sphère. Et donc, étape 1, grâce à l'imagerie par tenseur de diffusion, on va obtenir une information sur la direction préférentielle que suivent les molécules d'eau dans chaque volume d'espace. Et étape 2, à partir des données ainsi obtenues et grâce à des algorithmes, on va reconstruire la trajectoire et l'orientation des faisceaux de fibres. C'est très complexe dans le détail, mais ça peut être résumé par une très très jolie métaphore qu'on doit à Denis Le Bihan lui-même dans son livre Le cerveau de cristal auquel j'ai déjà fait référence. On peut donc reconstituer le réseau routier à partir de l'observation des phares des voitures. Dites-moi dans quelle direction se déplacent les véhicules et je vous dirai quelles sont les voies qu'ils empruntent. Alors, on obtient donc des images magnifiques comme celle qui vient ici du Human Connectome Project. Et ces images ont eu la production de ces images a eu un immense succès. Le nombre d'études s'appuyant sur cette méthode et sur la tractographie est maintenant très très élevé. Et évidemment, ces images sont fascinantes avec leur code couleur standardisé, en particulier donc le rouge gauche-droite, le bleu au bas et le vert pour l'axe antérieur-postérieur. Maintenant, la question, c'est ces images magnifiques et très nombreuses, que pouvons-nous en penser? Alors, pour en penser quelque chose, ou pour du moins essayer d'en penser quelque chose, je vais partir d'une proposition qui est celle d'un philosophe des neurosciences important aujourd'hui, qui s'appelle John Bickel, et qui a émis dans un article récent l'idée suivante, la proposition suivante: les révolutions en neurosciences ne sont pas guidées par des paradigmes nouveaux, suivant la formule, enfin l'idée des paradigmes qu'on a tous appris dans Kuhn, mais par des outils qui viennent changer radicalement les pratiques et les résultats. Et je ne suis pas entièrement d'accord avec tout ce que dit Bickel, mais je dirais qu'en fait, il y a une des idées de Bickel qui est très très intéressante, qui est l'idée que le développement d'un outil
et donc pas forcément l'existence au début de cet outil, mais le développement de cet outil et son usage, la diffusion de son usage, suppose que cet outil vienne apporter une solution à ce que Bickel appelle un problème motivant. Il faut qu'il y ait un problème motivant qui incite la communauté scientifique à adopter cet outil. Alors, quel peut bien être le problème motivant de la tractographie? Eh bien, le problème motivant de la tractographie, numéro 1, on en trouve l'énoncé dans un article qui a fait à son époque beaucoup de bruit, qui était co-signé par rien moins que Francis Crick, l'arriération de la neuroanatomie humaine. Et évidemment, quand quelque chose est dit par le co-découvreur de la structure de l'ADN, en général, les gens écoutent attentivement. Et donc, le constat très radical qui était celui de Francis Crick, c'était qu'on savait finalement très peu de choses en 1993 de la neuroanatomie humaine. Les structures anatomiques du cerveau humain sont imparfaitement connues. Et à cette date, 1993, il n'existe aucune méthode non nocive, non invasive permettant de développer leur connaissance in vivo. Et puis, je dirais qu'il y a en fait un deuxième problème motivant de la tractographie, c'est ce que le signal BOLD et l'IRM fonctionnel ne nous apprennent pas. En fait, l'IRM fonctionnel a constitué, on pourrait dire que c'est un très bon exemple de ce que dit Bickel de révolution par les outils. Ça a constitué une révolution dans les neurosciences cognitives. On leur doit énormément d'études. Ça a intéressé à énormément de problèmes parce qu'on avait accès à des débuts de solutions de ces problèmes. Mais en mettant les choses au mieux, quand nous apprenons quelque chose sur le débit sanguin régional, sur l'afflux de sang oxygéné dans une région cérébrale, et donc, on l'espère, sur l'activité physiologique que soutient cet afflux, eh bien, on ne sait toujours pas ce qui s'allume exactement, et surtout, on ne sait pas comment les régions qui s'allument sont reliées. Donc, je dirais que dans la remarque de Crick, l'arriération de la neuroanatomie humaine, il ne s'agit pas simplement du fait que on ne sait pas tout ce qu'on aimerait savoir sur les structures, mais c'est qu'en fait, ce qu'on aimerait vraiment comprendre, c'est le fonctionnement du cerveau, et ce n'est pas tellement possible d'attribuer des fonctions ou de comprendre un fonctionnement de quelque chose qu'on ne sait pas décrire. Il faut, pour comprendre le fonctionnement, il faudrait comprendre ce qui fonctionne. Et si on ne sait pas identifier ce qui fonctionne, eh bien, on ne peut pas commencer à comprendre le fonctionnement. C'est donc, me semble-t-il, le deuxième problème motivant sous-jacent. Ce n'est pas seulement une question de connaissance des structures. Alors, je dirais qu'à partir de là, on peut comprendre les deux objectifs de la tractographie, nous apprendre quelle est la distribution des faisceaux de fibres dans le cerveau humain, c'est-à-dire réduire radicalement notre ignorance en neuroanatomie, celle qui était signalée par Crick, et deuxièmement, nous apprendre comment la variation de cette distribution des fibres est associée à des états de santé et de maladie, états qu'elle pourrait contribuer à expliquer, d'où son utilité, en principe, par exemple, pour un domaine comme la psychiatrie. Donc, on aura deux types de problèmes épistémiques. Problème de type 1, l'image obtenue nous fait-elle connaître la distribution des fibres? Nous rend-elle accessible le connectome du cerveau humain? Cette notion de connectome est apparue à partir de 2005 et en particulier dans le titre d'une thèse à l'EPFL qui était la thèse de Patrick Hagman. Et je trouve le titre tout à fait étonnant de cette thèse, de l'imagerie par tenseur de diffusion au connectome cérébral, où ça illustre tout à fait ce que dit Bickel sur le fait qu'au début, on a un outil, et c'est à partir de cet outil qu'on se met à introduire des notions nouvelles, comme la notion de carte de l'ensemble des connexions dans le cerveau, ou connectome. Ça, c'est le premier problème. Est-ce qu'on connaît mieux ou est-ce qu'on apprend à connaître la distribution des fibres? Et le problème numéro 2, la connaissance de la distribution des fibres nous rend-elle davantage intelligibles les états de santé et de maladie? Alors, le problème de type 1 par excellence, c'est le problème de la fiabilité de la tractographie. Et là, je pense aux travaux en épistémologie d'Alvin Goldman sur la notion de fiabilité. Nous apprenons à connaître la distribution des faisceaux de fibres au moyen de la tractographie si et seulement si la tractographie est une méthode fiable de l'acquisition de représentations adéquates. Et la méthode est fiable si et seulement si la distribution des faisceaux était différente, alors l'image obtenue serait différente et rendrait visible cette différence. Donc, si et seulement si, il y a une sorte de covariation, pour dire les choses d'une manière un peu simple, entre la source de l'image et puis l'image produite. Et les problèmes de type 2, ce sera des problèmes du type l'information obtenue par la tractographie est-elle pertinente pour la connaissance médicale? Fait-elle progresser l'explication de telle constellation de symptômes? Permet-elle de justifier l'assertion aussi selon laquelle X souffre de quelque chose? Et je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Alors, on va donc aborder ces problèmes dans l'ordre. D'abord, les problèmes de type 1.
le problème de type 1, la fiabilité de la méthode, eh bien, il y a des auteurs, alors évidemment, la tractographie ayant beaucoup de succès, elle a suscité beaucoup de littérature critique, et il y a donc des auteurs pour faire remarquer que le principe de la tractographie, ce n'est pas l'énoncé d'un fait robuste, mais plutôt une supposition raisonnable. On suppose en effet que la diffusion va constituer une forme de sonde indirecte. Donc la diffusion des molécules d'eau va constituer une forme de sonde indirecte de la géométrie des axones et que la direction de la diffusion la moins contrariée est suffisamment alignée sur celle des axones pour nous la faire connaître. Suffisamment alignée, vous voyez que ça pourrait varier du plus au moins. Donc la question à ce moment-là, c'est une question du type la diffusographie, hein, donc la représentation de la diffusion des molécules d'eau, est-elle vraiment une tractographie? Est-ce qu'elle porte avec elle le principe d'une connaissance des fibres qui orientent cette diffusion? Donc un problème tout à fait général. Deuxièmement, on peut dire que c'est quelque chose qui a donné lieu à énormément de littérature secondaire et énormément de tentatives de perfectionnement de la méthode. La méthode est conçue initialement pour déterminer la direction au singulier du faisceau de fibres au singulier présent dans une unité de volume donnée. Si à l'intérieur de cette unité de volume, la direction principale n'est pas unique, c'est le cas, par exemple, qui a fait couler beaucoup d'encre dans ce genre de littérature du croisement des fibres qui se croisent dans un certain volume de la matière cérébrale, et la méthode est mise en difficulté et certains auteurs estiment que si on descend à une échelle plus petite, si on a une meilleure résolution de l'image, ce problème ne va pas forcément disparaître. Problème de type 3, ce sera le problème de l'inférence qui va de la connexion des régions qui va plutôt vers la connexion des régions à partir de l'identification des voies. Je vous demande simplement dans cette petite illustration de vous intéresser à ce qu'il y a en bas à gauche avec les cercles colorés en rose. Si on a une représentation approchée de ce qui est contenu dans le carré en pointillé, eh bien, on pourrait penser que la région en bas à gauche et la région en haut à droite sont reliées, et alors qu'en fait, elles ne le sont pas. Donc, il y a un risque, à partir d'une information sur ce qu'on trouve dans le carré, en pointillé, pour qu'on suppose une liaison entre deux régions qui ne sont en fait anatomiquement pas réellement connectées. Et dans la pratique, ce sont des choses qui arrivent. Alors, on pourrait penser que la science ne cessant de progresser, ces problèmes ne peuvent que disparaître avec quelques perfectionnements, mais je me suis intéressé à des états récents de la littérature, par exemple à une très bonne étude méta de Schilling et al. 2019, qui souligne en particulier, ça me paraît intéressant, l'impossibilité de maximiser en même temps la sensibilité et la spécificité dans ce genre d'études. Les algorithmes qui permettent le mieux, nous disent Schilling et al., de reconstruire toutes les voies existantes engendrent aussi plus de faux positifs. Donc la sensibilité élevée, donc la meilleure détection des voies se paye d'une moindre spécificité, tandis que les algorithmes qui produisent moins de faux positifs ne permettent pas de reconstruire toutes les voies existantes, et donc la spécificité élevée se paie. On ne produit pas à l'image des artefacts avec des voies qui n'existent pas. Cette spécificité élevée se paye d'une moindre sensibilité, d'où une conclusion du type pris dans leur ensemble, nos résultats, Schilling et al., démontrent des limitations inhérentes à la reconstruction des voies de la matière blanche en utilisant les données de la seule imagerie de diffusion et soulignent le besoin de stratégies alternatives ou combinées, donc d'autres méthodes où la combinaison de la tractographie avec autre chose pour cartographier de manière précise les voies à l'intérieur du cerveau. Bien entendu, ça n'est pas du tout un constat nihiliste, c'est simplement une manière de dire qu'il y aurait un apport de la tractographie au problème de Crick, à savoir l'arriération de la neuroanatomie humaine, sans qu'on ait une solution par la tractographie à ce problème. Voilà ce que j'avais à dire sur le problème de type 1, la fiabilité de la méthode. Je rentre maintenant dans le problème de type 2, et comme les problèmes de type 2, en gros, c'est tractographie et maladie mentale, je ne vais pas rentrer dans le problème de la maladie mentale en général, je vais simplement, si j'ose dire, prendre le cas de la schizophrénie. Alors, au sujet de la schizophrénie, il y a une hypothèse de travail tout à fait standard dans la littérature, qui est que la schizophrénie, comme désintégration de la pensée, proviendrait d'une altération des relations entre régions cérébrales spécialisées. On trouve ça, par exemple, aujourd'hui dans les travaux d'Ed Bulmore, mais ça a évidemment c'est le résultat d'une très longue enchaînement de propositions théoriques dans l'histoire. La motivation de l'usage de la tractographie, alors, c'est de découvrir non pas seulement des régions qui se parlent moins,
mais une intégrité structurale du réseau cérébral qui est réduite ou qui est altérée par rapport à ce qu'on trouve chez des sujets contrôle. Et dans la littérature, on trouve alors l'introduction d'une notion qui est la notion d'anisotropie fractionnelle. Et cette anisotropie fractionnelle, c'est donc une mesure de l'anisotropie qui peut varier entre 0, isotropie ou diffusion aléatoire, et 1, à savoir diffusion selon un axe unique. Alors, quand on étudie le cerveau dans la schizophrénie avec les méthodes de la tractographie, eh bien, on va avoir un ensemble, premièrement, d'études qui semblent avoir un sens convergent, et donc c'est évidemment très très rassurant au début pour la confiance qu'on a dans ce genre de méthode. Dans la schizophrénie, on aurait une moindre anisotropie de la substance blanche du cerveau entier, l'IMEAL 99. Dans la schizophrénie, on a une anisotropie fractionnelle réduite du cortex singulaire antérieur, Sonéal 2003. Évidemment, ma liste pourrait être beaucoup plus longue. Dans la schizophrénie, on a une anisotropie fractionnelle réduite du faisceau arqué, Burns et Hall 2003. Vous savez bien sûr que le faisceau arqué, c'est une bande de fibres qui relie le cortex frontal et le cortex temporal, et en particulier les régions du langage qui se trouvent dans ces deux parties du cerveau. Alors, il me semble que il y a quelques difficultés qui se présentent quand on a une inférence qui va des altérations de l'anisotropie, qui seront donc un résultat de l'application de la tractographie, à l'explication pas simplement de la schizophrénie, mais de tout un ensemble de pathologies. Et donc là, je vais faire un catalogue de problèmes, et de ce catalogue de problèmes, je vais en extraire un après que je vais essayer de traiter un petit peu plus longuement, mais je pense qu'il faut simplement être conscient de tout cela. D'abord, voir le point ci-dessus, si les problèmes de type, ce que j'ai appelé tout à l'heure les problèmes de type 1 sont des problèmes assez profonds, eh bien, toute étude qui s'appuie sur la tractographie doit être prise avec une certaine prudence. Si la diffusographie approxime la tractographie, mais ne nous fait pas connaître parfaitement la distribution des fibres, alors quand on a une étude qui s'appuie sur la tractographie, eh bien, la base des troubles ne sera qu'imparfaitement caractérisée et connue par cette étude. Donc, ça implique des limites de notre confiance dans la tractographie et dans ce qu'elle est capable de nous enseigner. C'est donc un préalable dont il faut être, ou un problème préalable dont il faut être conscient. Deuxièmement, chacun sait que les catégories psychiatriques en vigueur sont hétérogènes et discutables, celle de la schizophrénie en particulier. Si vous vous intéressez par exemple au travail d'un très bon chercheur aux États-Unis qui s'appelle Jeffrey Poland, vous tombez sur des articles qui s'appellent du genre étape vers un monde sans schizophrénie, ce qui ne veut pas dire du tout que la schizophrénie n'existe pas, au sens où les gens qui sont atteints de schizophrénie ne sont pas malades de quelque chose. C'est une manière de dire que là, la part du gâteau schizophrénie est mal découpée et qu'il faudrait peut-être distribuer autrement les populations de patients. Et dans ce cas-là, évidemment, chercher une explication des facteurs explicatifs neuroanatomiques à la schizophrénie, il y a un problème, non pas du tout avec le genre d'explication qu'on essaye de produire, mais avec l'existence même ou la définition même de ce qu'on cherche à expliquer. Troisièmement, ce sont des choses bien connues et donc je vais passer rapidement. Rien ne dit que l'enquête sur les facteurs cérébraux de la schizophrénie doit décourager l'enquête sur des facteurs d'un autre type. Donc, ni qu'on identifie des causes complètes, ce n'est pas parce qu'on voit apparaître quelque chose dans le cerveau dans des cerveaux d'individus diagnostiqués schizophrènes par rapport au cerveau des individus des populations contrôle, que l'on a une identification complète de l'étiologie d'une maladie mentale. Suite des problèmes, des causes multiples peuvent être responsables de la réduction de l'anisotropie fractionnelle et conduire à des effets différents. Donc, en fait, à la base de la réduction de l'anisotropie fractionnelle, vous pouvez avoir bien sûr un nombre de fibres de la substance blanche qui est réduit, par exemple, mais vous pouvez aussi avoir une diminution de des problèmes avec la myélinisation des voies. Et de même, les effets de la réduction de l'anisotropie fractionnelle dans les deux cas vont être très très différents. Donc on pourrait dire que du point de vue des mécanismes cérébraux, l'anisotropie fractionnelle, c'est une fenêtre que l'on découpe par rapport à un réseau causal extrêmement complexe et que ça ne nous fait connaître qu'une toute petite partie en mettant les choses au mieux, de ce réseau causal extrêmement complexe. Problème suivant,
la connectivité structurale n'est pas forcément un bon prédicteur de la connectivité fonctionnelle, donc c'est pas parce que la connectivité structurale est altérée que forcément ou diminuée que les régions vont se parler moins. Et donc, c'est un point important qui est qu'il ne faut pas forcément déduire du fait qu'il y a une moindre connectivité entre deux régions qu'elles ont cessé ou qu'elles se parlent beaucoup, beaucoup moins. Il y a des études qui montrent cela. Et enfin, puisqu'on parle en permanence de réduction de l'anisotropie fractionnelle à propos de la schizophrénie, il ne faut pas oublier qu'il y a des pathologies qui, elles, sont associées à l'augmentation de l'anisotropie fractionnelle, ou comme disent certains auteurs, more is not always better. Alors, dans ces difficultés, je voulais simplement vous inviter à ce que l'on regarde un instant ce qui peut être dit dans ce genre de littérature et qu'on essaye de réfléchir dans ce genre de littérature. On nous dit par exemple que l'imagerie par tenseur de diffusion est une technique qui a le potentiel de démontrer une connectivité structurale défectueuse, structural disconnectivity, dans la schizophrénie. Et il me semble que quand on essaye de regarder ce genre d'énoncé qui est tout à fait courant dans la littérature en essayant de comprendre ce qui est dit, on dira que structural disconnectivity, ça renvoie en fait ça peut s'analyser à deux niveaux. D'abord, il y a un élément factuel, purement factuel, qui est les anomalies de la connectivité par rapport à un groupe contrôle. On voit des choses qui sont différentes. Et puis, il y a un élément évaluatif qui est surimposé. La connectivité est défectueuse. Elle n'est pas normale, pour dire les choses simplement, ou elle n'est pas liée à la santé ou aux conditions de la bonne santé cérébrale. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut faire un petit détour par la philosophie et par une notion qui vient en fait de la philosophie morale, qui est la notion de concept dense en fait. Alors qu'est-ce que c'est qu'un concept fin par opposition à un concept dense? Un concept fin, c'est un concept qui est soit purement descriptif, comme table ou chaise, ou soit purement évaluatif, comme bien et mal. Et un concept dense, ce sera un concept qui n'est ni purement descriptif, ni purement évaluatif, c'est un concept qui est un peu les deux. Par exemple, le concept de courage, on va dire qu'il y a des conditions factuelles de l'attribution de la qualification courageux à quelqu'un. La présence, par exemple, d'un risque ou d'un danger. Si quelqu'un est allé se servir un verre d'eau dans des conditions dans un environnement parfaitement sans danger, eh bien, nous aurons bien du mal à considérer son acte comme courageux. Il y aurait quelque chose d'erroné ou de comique à qualifier cet acte de courageux. Et en même temps, dire que l'acte est courageux, il y a sans doute des conditions factuelles du fait que l'acte soit courageux, mais c'est aussi toujours, bien sûr, l'évaluer positivement. Je dirais que c'est extrêmement tentant de considérer le concept de maladie comme un concept dense parce que dans la maladie, il y a des conditions factuelles de l'attribution de la notion de maladie, du genre la souffrance, la diminution subite d'aptitude, la détection d'un agent infectieux. Évidemment, ma liste est non limitative et très grossière, mais en même temps, parler de maladie, c'est évaluer cet état négativement comme indésirable, anormal, préjudiciable, etc. Et de ce point de vue, il y a dans la littérature de philosophie de la médecine aujourd'hui une phrase dans un article récent que je trouve très bon de Laine de Vries qui est « La médecine étudie les faits qui sous-tendent les états physiques et psychologiques d'évaluer ». Cette phrase me paraît extrêmement lucide dans l'analyse du problème sur lequel on ne cesse de buter. La médecine étudie les faits qui sous-tendent les états physiques et psychologiques d'évaluer, car en fait, il y a une forme de cercle. La recherche des faits qui sous-tendent les états physiques et psychologiques d'évaluer entend aboutir à une objectivation de l'évaluation négative. Par exemple, on cherche à voir les anomalies structurales grâce à l'imagerie par tenseur de diffusion, mais la dévaluation des états auxquels correspondent ces faits conduit à la caractérisation négative de ces faits, du genre intégrité compromise de la substance blanche. Dans compromise, il y a évidemment absolument un élément évaluatif sur le thème « ce serait mieux si c'était différent » et cette altération est une détérioration. Alors je crois qu'on ne peut alors, et je passerai à ma conclusion juste après, on peut simplement avoir ici à rencontrer ce que je vais appeler des questions difficiles. Et ces questions difficiles, je ne prétends pas du tout les résoudre ce matin, mais je crois qu'il faut avoir conscience de leur existence. D'abord, en quoi consiste cette dévaluation qui peut avoir bien des formes? Est-ce qu'on est en présence d'une anomalie dans ce qu'on constate à l'image, de la source d'une panne, de la source d'un préjudice? Au nom de quoi est-ce qu'on justifie cette dévaluation? Est-ce qu'on a une théorie du fonctionnement cérébral qui justifie de parler d'intégrité compromise? Deuxièmement, est-ce qu'on a bien identifié les faits responsables des états d'évalués?
car bien sûr, ce qu'on pourrait voir sur l'image, c'est un effet collatéral des causes de la schizophrénie, par exemple, et pas du tout un facteur explicatif de celle-ci, ou de toute autre maladie mentale d'ailleurs. Troisièmement, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à assumer cette dévaluation? Et on rencontre aujourd'hui la notion de neurodiversité sur laquelle j'ai un petit peu travaillé. Et on peut penser, par exemple, qu'une anomalie des faisceaux liée aux hallucinations verbales peut être une anomalie des faisceaux peut être liée à des hallucinations verbales qui sont sans gravité. On sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent eux-mêmes entendeurs de voix et ils vivent avec les voix qu'ils entendent sans que ça leur pose des problèmes gravissimes. Et à ce moment-là, est-ce qu'on aura raison de parler d'intégrité compromise dans ces cas qui sont des cas limites entre ce qu'on appelle trivialement les états de santé et les états de maladie? Donc, il me semble qu'une fois qu'on a on apprend toutes ces choses sur les faisceaux de fibres blanches en mettant les choses au mieux, en considérant que la méthode est fiable, il y a encore tout le problème de l'interprétation en termes de santé et de maladie, et ces problèmes sont extrêmement complexes pour les raisons que j'ai essayé d'indiquer. Alors, je vais conclure très rapidement avec des choses très simples. Ce qu'il y a sur l'image, c'est une des premières images de neurones qui ont été réalisées par Golgi à la fin du 19e siècle avec sa fameuse réaction noire, c'est-à-dire l'application du nitrate d'argent. Et moi, ma position sur ces choses-là, c'est que on a tendance c'est sans cela que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bickel. Je pense que la révolution dans les moyens, ce n'est pas nécessairement ni même communément une révolution dans les fins, et donc que l'importance de la tractographie ou de toute autre méthode extraordinairement sophistiquée et complexe aujourd'hui se mesure mieux si on replace cette méthode dans une tradition de recherche au long cours où de longue date on met au point des méthodes pour visualiser les axones et les voies anatomiques. Donc en fait, on comprend mieux ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec des moyens sophistiqués si on se souvient que de très longue date, il y a une sorte de longue durée dans la science, et cette longue durée, c'est réunir des moyens pour essayer de voir ce que l'on ne sait normalement pas voir pour rendre visible ce qui est invisible, pour reprendre les termes de la présentation générale de la journée de tout à l'heure. Donc je pense qu'il n'est pas interdit et il peut être utile de se souvenir de la longue durée. Deuxièmement, je crois que la journée est consacrée au pouvoir de l'image. Moi, quand on me parle de pouvoir, j'ai envie de parler de limite du pouvoir, et donc de limite de l'image, de limite du pouvoir de la tractographie et limite de la fiabilité de l'imagerie par tenseur de diffusion. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est ce que disent les auteurs dans la littérature que l'on peut consulter, et je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux. Et donc la conséquence que j'en tire, c'est que sans doute le pluralisme méthodologique demeure indépassable. Il y a souvent des engouements par rapport à des nouvelles techniques dans la science. Il y a un engouement, par exemple, par rapport à l'optogénétique dans un domaine connexe, mais il n'y a pas de méthode qui rende inutiles toutes les autres méthodes. Et il faut toujours, me semble-t-il, s'en souvenir. Enfin, troisièmement, il est nécessaire de porter attention, bien sûr, si on essaie de comprendre ce que la science fait et ce que l'imagerie permet, il faut porter attention aux sources de la connaissance, sur quoi reposent ces magnifiques images, mais aussi il faut porter attention aux sources de l'interprétation de celles-ci dans l'évaluation médicale. Et ce n'est pas parce qu'on gagne en objectivité que ces problèmes de l'évaluation médicale disparaissent. Je crois qu'ils continuent à se poser d'une manière assez profonde. Je vais terminer avec des images dues à une autre technique, qui sont des images du cerveau de la drosophile. Et donc, il ne faut jamais se souvenir qu'il n'y a pas que les cerveaux humains, il ne faut jamais se souvenir par rapport à une technique actuelle qu'il y a d'autres techniques qui permettent de produire d'autres images merveilleuses, comme celle-ci. C'est une parution dans Science de 2019. Je vous remercie. Merci beaucoup, Denis, pour cette présentation là aussi très riche, très dense, et puis qui finit vraiment en feu d'artifice là sur cette image. J'ai particulièrement relevé dans vos conclusions l'idée que à chaque pouvoir, c'est bien de penser le contre-pouvoir ou la limite du pouvoir. Et c'est vrai que c'est des choses qui ont été très très bien décortiquées dans votre exposé, la manière dont le chemin se construit entre les données physiques qu'on peut obtenir grâce à ces nouvelles techniques et ce qu'on prétend en tirer. C'est un chemin qui est long, qui est tortueux, qui est semé d'embûches, d'inférences, de choses discutables.